Les M23 sont lourdement armés. Propos de M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies sur les antennes de la Radio France internationale. Antonio Guterres trouve l'incapacité de la MONUSCO de combattre les terroristes du M23 qui occupent la cité de Bunagana il y a environ 3 mois. Chers internautes, nous recevons M. Élisée Matesso. Il est internationaliste, enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Nous le recevons sur la chaîne Léon Joleo. Restez avec nous. Les M23 sont équipés plus que la MONUSCO. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a affirmé sur RFI, Radio France, ils sont à Bunagana il y a environ 3 mois. Et Élisée Matesso, vous suivez de près et de loin cette situation. Quelle analyse faites-vous à la déclaration de M. Antonio Guterres? Et alors, quant à ce qui est de la question, il s'agit justement d'un aveu d'échec d'Antonio Guterres, le chef d'une si grande mission internationale qui est les Nations Unies. Et les Nations Unies, aujourd'hui, c'est l'organisation modèle qui, dans ses objectifs, est là pour exactement le maintien de la paix. Aujourd'hui, quand Antonio Guterres, n'est-ce pas, affirme que le M23 sont mieux équipés que ses contingents, ça devient aberrant. Vous devez savoir que il y a au moins 10 États ou 10 pays qui contribuent au contingent qui sont dans la MONUSCO. Et donc, pour Antonio Guterres, ces 10 États sont incapables, ou le militaire de ces 10 États sont incapables de faire face à quoi? Au M23. Je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui, dans la MONUSCO, il y avait les Ukrainiens, il y a les Pakistanais, il y a les Indiens, il y a les Népalais, il y a des Tanzaniens, les Sud-Africains. Tout ce monde, pour Antonio Guterres, ils sont incapables. Exactement. Dans la façon dont on équipe le contingent ou les casques bleus, c'est le Conseil de sécurité, c'est l'ONU. Et donc, quand il dit que les militaires sont incapables, ça veut dire que les Nations Unies ont été incapables d'équiper mieux ces militaires ou les casques bleus. Au-delà de ces 10 pays qui contribuent militairement, il y a encore d'autres 10 États qui contribuent dans la police. Parce que quand nous parlons des Nations Unies, on voit les militaires et on voit aussi la police. Et donc, tous ces mondes-là, donc environ 20 États, sont incapables de faire face au M23. Je crois qu'aujourd'hui, la RDC doit tirer en fait des conséquences, et ça vient ranimer l'esprit de ces mouvements citoyens qui veulent exactement que la MONUSCO puisse sortir, parce que lui-même il déclare l'incompétence de la MONUSCO face exactement à la sécurité. Quand celui qui est censé vous protéger commence à déclarer l'incompétence, eh bien la seule formule c'est la prise à charge, l'autoprise à charge. Voilà. Oui, avec vous, monsieur Élisée Matesso, qu'est-ce que le gouvernement peut faire à l'Est face à la situation sécuritaire ici à l'Est de la RDC, où il y a déjà 3 mois que les terroristes du M23 occupent ou contrôlent la cité de Bunagana? Et la seule chose que la RDC peut faire, c'est exactement de bien tenir la balle au bon, c'est-à-dire récupérer la situation et comprendre qu'exactement il faut qu'il y ait une autre manière de percevoir la sécurité au niveau de l'Est, pas obligatoirement avec les contingents. Vous savez, au niveau même de ces contingents, il y a une structure qu'on appelle FIB. C'est autant d'armées qui existent, qui vient suppléer l'armée congolaise. Et donc,
nous connaissons qu'on venait de déclarer exactement cette incompétence de la MONUSCO, mais aussi nous avons toujours parlé d'une difficulté qui se trouve au sein de la force militaire congolaise, les FARDC, c'est ce système-là de filtration. Et donc, encore une fois, comme nous l'avons toujours dit dans nos précédentes émissions ou interviews, il faut toujours encore passer à la façon de restructurer l'armée congolaise qui n'est que là avec l'objectif exactement de faire quoi? De défendre la RDC. Et donc, aussi longtemps que nous n'avons pas encore passé à cela, la RDC aura toujours des difficultés. Et encore, quand il va appeler ces militaires de East African Community, et ça sera encore une blague de trop. Blague de trop parce que ces mêmes militaires, quand ils arrivent ici, ils doivent toujours faire rapport aussi encore aux Nations Unies. Et donc, aller à l'East African Community, ces mêmes structures, organisations sous-régionales doivent avoir des connexions encore avec les Nations Unies. Pourtant, les Nations Unies viennent de déclarer qu'ils sont les Nations Unies sont incompétentes. Donc, pour dire qu'avec EAC ici et les militaires de la force régionale, ça va bientôt se redéployer. D'ailleurs, il y a d'autres qui sont déjà déployés au sud Kivu. Et les bureaux de EAC est en train d'être construits à Goma. Bientôt, ils seront aussi à Goma. Monsieur Élisée, parlez-nous du conséquence que la RDC peut avoir face aux militaires donc de la région de EAC. La conséquence, c'est la fragilisation exactement même de la défense congolaise. On fragilise, ça veut dire que dans la psychologie ou dans la philosophie militaire congolaise, il faut d'abord s'évaluer tout en pensant qu'ils ne peuvent jamais gagner une guerre aussi longtemps qu'ils ne sont pas appuyés par d'autres États. Ça, c'est la conséquence. Or, il faudrait que les militaires savent que avec ou sans appui, ils peuvent gagner une bataille, ils peuvent gagner la guerre. Mais aujourd'hui, les militaires sentent que quand ils vont faire la guerre contre les M23, il faut qu'ils aient des appuis, par exemple, de pays étrangers. Ce qui est déjà une aberration. Aussi longtemps que nous ne formons pas bien nos militaires au niveau de la RDC, nous aurons toujours ces difficultés-là où les militaires se sentiront, seront toujours dans l'obligation d'avoir un appui des autres États, ce qui n'est pas normal. Deuxième conséquence, les États de l'East African Community viennent explorer une sorte de promenade de santé et ils viennent explorer, n'est-ce pas, les sols congolais. Et nous tous, on nous parle qu'évidemment le pays est riche, le pays est comme ça. Et ces États, même les ressortissants de ces États, ils rêvent un jour venir au Congo pour ne fût-ce qu'aller aussi piller de ces ressources-là. Et donc, ces militaires peuvent être une sorte de béquille pour essayer d'explorer les terrains pour que ceux-là qui sont des ambitieux de ces États, non, ils vont ressortir, puissent venir exactement au niveau de la RDC. Et à la fin, comme nous connaissons, les frontières congolaises restent toujours des passoires. Et vous ne soyez pas étonnés que vous verrez encore des Ougandais, des Rwandais, des Tanzaniens, et je ne sais pas, des Kenyans, qui vont venir encore, je ne sais pas, pour encore déstabiliser, pour une énième fois. Non pas les militaires, c'est-à-dire je parle de ceux-là qui ont l'ambition. Et vous trouverez qu'à un moment donné, peut-être que les ADF seront encore de plus en plus encore équipés, et parce que des étrangers sont venus et ils profitent peut-être par le système ADF pour piller exactement la République. Donc nous avons encore beaucoup de problèmes à ce niveau-là, mais c'est au pays exactement de prendre la question au sérieux. Aussi longtemps que nous passerons que, comme l'autre le disait, les 21 000 $ qui se réclament tant sur les réseaux sociaux constitueront encore des questions majeures. En tout cas, on sera en train de perdre
d'État. Mais la vraie question, c'est vraiment la sécurité au niveau de l'Est du pays. Donc, disons-nous, la population a raison vraiment de se soulever contre la MONUSCO, ici à l'est de la RDC, également donc à République démocratique du Congo, puisque la population veut le retrait immédiat de la MONUSCO. Quoi dire de plus? Et Antonio Guterres accepte qu'il le M23 soit équipé mieux que eux. On ne veut pas parler peut-être directement du Rwanda et de ces peut-être du Rwanda qui peut, non, de l'Ouganda qui peut d'une manière ou d'une autre peut-être venir en appui au M23. Mais quand une telle déclaration vient de sortir, le crédit, la confiance qu'avait la population, elle va faire quoi? Elle va s'éclipser. Et quand la confiance s'éclipse, je ne sais pas quel peut être encore le rôle de la MONUSCO de rester observateur sur le sol congolais, alors qu'on égorge nos concitoyens à Beni, on égorge les gens dans les Rotjour, on égorge les gens à Boutembo, et je passe. Et donc, quand la population dit alors partez, je crois que la seule chose qui soit quand même la plus tolérable, c'est de dire alors, comme vous vous sentez aussi incapable de nous aider, et essayez de dégager. Parce que là, il risque, n'est-ce pas, de tomber dans l'infraction selon laquelle la non-assistance à personne en danger. On assiste, vous assistez quelqu'un en train de mourir, c'est une infraction qui est punissable. Et donc, pour ne pas tomber dans ce genre d'infraction, pour eux, sagement, ça serait normal qu'ils partent, qu'ils retournent chez eux. Oui, Monsieur Élisée Mathès, nous continuons toujours avec notre émission. 3 mois après que le M23 contrôle la cité de Bunagana, aujourd'hui, ce même terroriste refuse que nos frères congolais circulent dans cette cité de Bunagana. Selon vous, qu'est-ce qui se cacherait derrière ça? Et ce qui se cache derrière ça, c'est beaucoup d'histoire économiquement, même si ce sont des questions que nous ne maîtrisons pas. Mais c'est depuis longtemps que les monnaies étrangères circulent sur notre territoire. Le dollar, c'est le dollar américain. Et vous allez à Kasindi, jusqu'à un moment donné où une époque où les Congolais de Kasindi, à la frontière Kasindi, ont réclamé qu'on ne puisse plus voir la circulation, n'est-ce pas, des billets les shillings ougandais. Et pas plus tard, au niveau de Goma, vous pouvez voir peut-être le franc rwandais circuler peut-être à Goma. Et donc, à ce niveau-là, que peut être la conséquence? Le M23, avec leurs supplétifs, qui sont peut-être le Rwanda, ils veulent, n'est-ce pas, profiter de la situation de ces 3 mois d'occupation pour qu'ils continuent n'est-ce pas, à maximiser avec leur monnaie, faire le commerce au niveau de Bunagana. Et donc, cela leur permet de faire plus de transactions, ça leur permet à faire plus l'économie. Et donc, accepter que les monnaies étrangères viennent fonctionner dans les milieux déjà acquis pour eux, ok, c'est un moyen, n'est-ce pas, de dire merci à vous qui nous avez aidés, essayez de venir exploiter. Pas que la monnaie seule on autorise, mais ils disent aussi, nous allons exploiter les milliers. L'or est en train d'être exploité vers Bunagana et d'autres milliers qui sont un peu environnants à Bunagana. Et donc dire que c'est seulement la monnaie n'est que et pas de plus de ce qui est déjà fait pour essayer de renforcer l'économie de ceux-là qui ont aidé, n'est-ce pas, le M23. Oui, silence radio de la part de notre gouvernement congolais face aux terroristes du M23. 3 mois après, vous personnellement, quand vous voyez notre gouvernement, nos militaires, alors que nous sommes d'ailleurs sous l'état de siège, mais vous, quelle analyse faites-vous face au silence radio que l'armée congolaise, les FARDC sont en train de faire contre les terroristes du M23?
Très belle question, monsieur le journaliste. Silence Radio parce que exactement, vous savez, là, à un moment donné, si vous pouvez vous rappeler, il y avait eu un général de l'armée qui avait essayé d'écrire qu'il n'est pas intéressant qu'on puisse chaque fois avoir des accords avec un État qui ne respecte pas les accords. Vous connaissez ce que cela a coûté au général. On l'a intimidé, je ne sais pas, il a été déchu de ses fonctions, on l'a mis, on l'a malmené. Et cela veut dire qu'à un moment donné, si un acte comme ça peut se faire sur un général qui est en train de constater les faits, il est sur les champs de bataille et il écrit, il informe les gens, que sera-t-il pour un citoyen ou je ne sais pas, un journaliste qui tenterait aussi d'écrire sur Bunagana? Ça, c'est un. Deux, il arrive que ça peut être silence radio aussi pour le gouvernement parce que ça peut être une stratégie politique, une stratégie militaire. On ne sait pas qu'est-ce que les décideurs eux passent de la manière dont on peut récupérer Bunagana. Et donc, quand nous disons que le gouvernement s'est déjà tué, de côté, pour quelqu'un qui est formé, qui est peut-être de la boîte, c'est une façon, c'est un repli stratégique qui permet à ce que le gouvernement recule pour mieux sauter. Deuxième, pour la population, ça peut être une façon de dire nous sommes fatigués par la guerre, on attend que le beau Dieu puisse nous envoyer l'East African Community et que, bon, avec ces gens-là, peut-être nous allons faire quelque chose. Malheureusement, en attendant l'East African Community, on s'aperçoit que c'est là qui serait encore notre béquille. Les hommes d'Antonio Guterres, ils se disent nous sommes maintenant incapables. Donc la stratégie, il n'y a que le gouvernement qui comprend, ou peut-être les militaires, mais pour les Congolais lambda qui voient les gens être massacrés à Bunagana et des environs, ils croiront, ou ils croiraient, ils devraient croire, parce que c'est au conditionnel, que le gouvernement ne fait rien. Et donc ça, c'est une question purement sensible. Pourquoi ils se taisent? Pourquoi ils ne réagissent pas? Je viens de donner le volet, que peut-être c'est une façon peut-être de reculer pour mieux sauter, soit pour essayer d'attendre à ce que on harmonise le point de vue avec l'East African Community. On attend que les groupes viennent et faire un dernier assaut avec qui? Avec le M23. Mais attention, avec la tournée aussi de Vital Kamerhe, il s'aperçoit dans l'opinion que Vital Kamerhe passe exactement aussi au niveau de l'Est, parce que le gouvernement se sent incapable de récupérer Bunagana de force, et que par conséquent, pour récupérer Bunagana, il faut préparer d'abord les esprits de la population par des meetings, qu'il faut collaborer avec les M23. Autrement dit, c'est comme s'il s'aperçoit qu'il y a un dialogue avec les M23 qui s'annonce. Et tout ça, c'est autant de logique ou d'analyse qui pointent à l'horizon que, n'est-ce pas, le gouvernement veut négocier avec les M23, mais il faut que cela soit bien préparé par Kamerhe, dans ces différents meetings qu'il est en train de lancer dans la zone est du pays. Oui, merci Élisée Matesson d'avoir répondu à nos questions à l'instant où nous traversons une situation très difficile ici à l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous demanderez à la population? À la population, qu'est-ce qu'on va dire? Et à la population, peut-être il croirait que je vais demander que beau Dieu puisse nous envoyer Jeanne d'Arc pour essayer de libérer le pays. Mais d'où vient Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc peut venir, n'est-ce pas, de l'armée, comme l'a fait le fait Mamadou. C'était Jeanne d'Arc à l'époque. Nous voulons, peut-être Jeanne d'Arc viendra de Kinshasa, nous ne savons pas. Mais et dire que Jeanne d'Arc aussi va venir comme une sorte peut-être de milice, ça, cette situation, on ne l'accepte plus.
Sinon, à ce niveau-là, le rebelle, nous ne le voulons plus au niveau du pays. Nous voulons qu'exactement le pays soit réorganisé, et surtout l'armée, et que nous puissions avoir la fierté qu'on avait sécuritaire, la fierté sécuritaire qu'on avait à l'époque de Mobutu, où en tout cas Mobutu ne pouvait que dormir que quand il comprenait que le 9, hein, parce qu'actuellement on a maintenant 11 frontières, contrairement à ce qu'on nous enseignait qu'on a 9 frontières. En voyant les 9 États qui nous entourent, il faut qu'on voit qu'il y a une frontière aérienne au-dessus de nous. Il y a aussi notre territoire au-dessus de nous. Il y a aussi la frontière maritime, parce que nous avons aussi sur la mer ou l'océan Atlantique, nous avons une affaire de 345 km que nous devons aussi stabiliser. C'est aussi notre front entier. Et donc, nous voulons que l'armée soit réorganisée pour que tous ces territoires-là et toutes ces frontières soient bien garnies, et que même une mouche ne puisse plus traverser la frontière. Et donc, les frontières qui étaient de passoires deviennent, je ne sais pas, de murs à briques. Voilà. Merci. Un message aussi, un message en particulier à notre gouvernement, cher Hassani. Et notre gouvernement, je vais demander à ce que le gouvernement se donne. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous visons à ce qui est de l'armée? La question, parce que c'est une question sécuritaire. Qu'est-ce que le gouvernement a déjà pris comme mesure? On ne sait pas, on ne communique pas. C'est un problème pour la population qui risque de se trouver dans le noir, sa communication. Et quand une population manque de communication, la population peut faire autre chose qui va maintenant aller contrecarrer une stratégie qui n'était pas dite. Voilà aussi le défi. Et donc je demande au gouvernement de communiquer, et ce n'est pas encore mal, mais en tout cas, communiquer, ce n'est pas à dire vous allez étaler la stratégie militaire sur la voie des ondes. C'est une façon de communiquer avec la population et de dire où est-ce que nous en sommes avec la question de l'Est et surtout de Bunagana. C'était Élisée Mateso. Nous sommes à la fin de notre entretien. Nous vous disons merci. À vous, chers téléspectateurs de la chaîne Léon Joléo, également nous vous disons merci d'être avec nous. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation de cette émission. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir.